tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors, comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste. Et ce mois-ci, c'est le droit pénal qui a retenu notre attention, puisque une loi relative à l'inceste vient d'être promulguée. Il s'agit de la loi numéro 2010-121 du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux. Alors c'est un événement puisque effectivement c'est la première fois que l'inceste, le terme inceste apparaît en toutes lettres dans le code pénal. Alors pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Anne-Sophie Chavant-Leclerc, maître de conférence à l'Université Jean Moulin Lyon 3, mais également directrice adjointe de l'IEJ, Institut d'études judiciaires de Lyon. Anne-Sophie Chavant-Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ravis de vous accueillir et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, l'usage veut que 3 questions vous soient posées. Alors, je commence par la première. La première a trait donc à la loi dans son ensemble. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement la loi sur l'inceste ? Oui, alors, sur la forme, tout d'abord, c'est une loi dont le titre est très long, vous l'avez rappelé, mais paradoxalement, une loi très courte, composée de 3 titres, c'est vrai, mais de seulement 7 articles. Sur la forme toujours, c'est une loi qui vient modifier les dispositions, certaines dispositions du code pénal, qui vient aussi ajouter un certain nombre de dispositions. C'est une loi qui a trait à d'autres textes puisqu'elle modifie également le code de l'éducation, le code de procédure pénale et la loi 86 sur la liberté de communication. Alors, sur le fond maintenant, le titre 2 et le titre 3, je serai très brève car cette loi ne concerne pas directement ici les dispositions du code pénal. C'est une loi sur ces titres 2 relatifs à la prévention et à l'accompagnement des victimes qui vient insister sur les missions d'information des établissements scolaires, notamment auprès des étudiants et des élèves sur le phénomène de l'inceste. Et c'est une loi qui tend aussi à améliorer la formation des personnes qui habituellement travaillent avec les mineurs pour mieux les détecter. Également une loi qui travaille sur l'accompagnement judiciaire et en particulier elle insiste sur l'administrateur ad hoc et son caractère obligatoire. Alors sans rentrer plus dans le détail, il est prévu qu'un rapport soit rendu en juin 2010, 30 juin 2010 il me semble, afin justement de faire un point sur le dispositif d'amélioration pour l'accompagnement notamment psychologique des mineurs et ce rapport doit être rendu par le gouvernement au Parlement. Sur le fond maintenant, je m'intéresserai uniquement à 2 dispositions principales. Alors comme vous l'avez rappelé, la première disposition intéressante est celle qui vient insérer le mot même inceste et le qualificatif incestueux dans un texte, c'est le premier texte, et en particulier donc dans le code pénal. Alors le législateur a choisi de surqualifier les infractions sexuelles déjà existantes d'incestueuses. Les infractions donc sexuelles, agressions sexuelles, viols, atteintes sexuelles sur mineurs sont surqualifiées, donc sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises, nous dit le législateur, au sein de la famille, par les ascendants, frères ou sœurs, mais également par toute autre personne ayant une autorité sur la victime mineure, y compris, nous dit le législateur, le concubin. Alors, ça signifie quoi? Enfin, 2 remarques, on va dire, très brèves. La première remarque, c'est que le législateur ne vise que le mineur. Seul le mineur peut être victime d'inceste. Deuxième remarque sur l'insertion du mot même inceste, c'est que le législateur voit la famille de façon très élargie, puisque s'il évoque ici l'ascendant, c'est-à-dire un lien filial, ou les collatéraux, en particulier frères et sœurs, il évoque aussi une famille recomposée par le terme même de concubin. Voilà la première disposition principale. La deuxième disposition intéressante, et là il va beaucoup plus loin que d'insérer le mot même d'inceste, c'est celle qui a trait à la notion de contrainte. Dans cette loi, le législateur s'attaque, on a envie de dire, à la contrainte, et il va très loin parce que cette disposition a une vocation, ou du moins est d'application générale, elle ne concerne pas spécifiquement l'inceste. Le législateur, pour résumer, fait pratiquement disparaître la notion de contrainte, élément constitutif des infractions sexuelles, dans un certain nombre de conditions.
Alors, quelles sont ces conditions? Le législateur ou la loi exprime que le consentement sera présumé en matière sexuelle dans 2 cas, soit quand il y a une différence d'âge entre l'agresseur et sa victime, ça c'est le premier cas, soit quand il y a une relation d'autorité entre l'agresseur et sa victime. Donc c'est ici véritablement à une présomption de consentement à laquelle on assiste. C'est pas spécifique à l'inceste. On peut aussi imaginer dans le cadre, par exemple, du milieu éducatif, que cette présomption de consentement joue. Et le législateur, ici, et à ce titre-là, c'est intéressant, valide une jurisprudence de la Chambre criminelle qui, depuis 2005, avait considéré contra legem que le très jeune âge des victimes présumait le consentement. C'est vrai que dans le cadre intrafamilial, dans ce cadre-là, il est très difficile de prouver l'absence de consentement. Donc le législateur, la Chambre criminelle, pardon, l'avait déjà fait. Elle n'était pas allée jusqu'à présumer le lien d'autorité. Voilà les 2 dispositions, à mon sens, principales de cette loi. Alors du coup, si le terme inceste apparaît pour la première fois, la question qu'on peut se poser, bon, est-ce que ça veut dire que l'inceste n'était pas réprimé auparavant, finalement, avant cette loi? Non, pas du tout. L'inceste a toujours été réprimé, en particulier par la circonstance aggravante d'ascendant ou de personnes ayant autorité. Elle est d'ailleurs toujours réprimée par cette circonstance aggravante. En ça n'a rien changé. Le législateur ici n'est même pas venu augmenter le quantum des peines. Il n'a pas profité de l'occasion de cette loi pour augmenter le quantum des peines. Donc c'est cette même circonstance aggravante qui s'applique. D'ailleurs ici, on peut dire qu'on est à une infraction à mi-chemin entre une infraction autonome et une infraction aggravée. Depuis toujours aussi, il existe des peines complémentaires adaptées, par exemple le suivi socio-judiciaire, le retrait de l'autorité parentale qui vient d'être réaffirmé par la loi, ou d'autres peines complémentaires également, comme l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. On considère que le système répressif français, d'ailleurs, est un des systèmes les plus répressifs en Europe. Par exemple, 90% des peines prononcées en matière d'inceste sont des peines fermes. Et par exemple, également, en matière de viol, la peine moyenne est de 10 ans de réclusion criminelle, ce qui est très sévère. Alors dans ce cas, si l'inceste était déjà réprimé, quelle est finalement l'utilité de cette loi? Pourquoi une nouvelle loi? Et a-t-elle déjà des faiblesses? Alors, l'utilité, à en lire les motifs, c'est surtout les victimes qui réclamaient cette loi. Elles se sentaient finalement niées dans leur souffrance, alors même qu'on n'évoquait pas le mot d'inceste. Alors justement, on a envie de se demander s'il ne faudrait pas aujourd'hui, pour plus de cohérence, réintégrer les mots infanticide, parricide, qui eux avaient disparu au moment du nouveau code pénal. Voilà. La deuxième utilité, c'est certainement en termes statistiques, c'est la surqualification d'inceste, comme je l'évoquais tout à l'heure, permettra de mieux quantifier l'inceste, puisqu'avant, les circonstances aggravantes étaient confondues parmi d'autres, le juge n'ayant pas à spécifier quelles circonstances aggravantes entre ascendants, personnes ayant autorité. Ça, ce sont à mon sens les 2 apports majeurs. Les faiblesses, certainement il y a des faiblesses. Celles que je vois tout de suite concernent en premier lieu peut-être la définition même de la notion de contrainte. Je l'ai dit, le législateur s'attaque à la contrainte, et c'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin et qu'il n'ait pas finalement nettoyé ou procédé à un nettoyage de cette notion d'absence de consentement dans les infractions sexuelles. Aujourd'hui, on sait que pour qu'une infraction sexuelle soit constituée, il faut soit une violence, soit une menace, soit une surprise, soit une contrainte. Or, aujourd'hui, le législateur vient de dire que la contrainte peut être soit physique, soit morale. Alors, on ne voit plus l'autonomie des procédés. Par exemple, on ne voit plus la différence qu'il y a entre une contrainte physique et une violence. Donc, il est dommage, finalement, que le législateur n'ait pas profité de l'occasion de cette loi pour réformer l'ensemble de ce dispositif sur l'absence de consentement. Une autre faiblesse, à mon sens, est sur la définition même de l'inceste. J'ai laissé un petit peu entrevoir tout à l'heure. Il est à la fois trop large et trop étroit.
à mon sens. Trop large peut-être sur la notion de famille. Parce que si l'ascendant est bien normalement vécu par les victimes d'inceste comme pouvant le commettre, les collatéraux également, en revanche, est-ce que dans l'esprit commun, un beau-père qui commettrait un viol commettrait une infraction incestueuse? Là, je suis moins sûre. Trop étroit, à mon avis aussi, peut-être sur les victimes. Seuls les mineurs sont visés, je l'ai dit. Or, si on pense aux jeunes majeurs, aux victimes d'inceste jeunes majeurs, ou pourquoi pas aux majeurs incapables, il semble ici que le législateur ne soit peut-être pas allé assez loin, même si ces victimes pourront bénéficier, semble-t-il, des avancées sur la notion de présomption de non-consentement. Voilà quelles sont, à mon sens, les faiblesses. On pourrait en ajouter d'autres. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anne-Sophie Chavant-Leclerc. J'espère qu'elles auront permis à l'ensemble de nos internautes et auditeurs de pouvoir mieux mesurer l'importance de ces questions. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir encore davantage sur la matière pénale, alors, vos thèmes principaux de recherche portent sur la procédure pénale, sur le droit pénal des nouvelles technologies et également les alternatives au droit pénal. Alors, bien sûr, vous participez également à de nombreux débats et conférences traitant du droit pénal en général, de nombreux articles également écrits. Alors, je pense notamment à l'année dernière, déjà une conférence relative aux mineurs, justice pénale et minorité à l'Université Jean Moulin Lyon 3, mais également plus récemment un colloque sur la défense pénale en novembre 2009 qui a été intégralement filmé et que vous pourrez retrouver donc sur le site de la faculté de droit virtuel. Et puis plus récemment encore, droit, justice et cinéma, qui se tient à Lyon en ce moment, au mois de mars, sur le thème de la garde à vue. Vous êtes intervenue. Madame Chavant-Leclerc, merci encore d'être venue sur notre plateau. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique du mois. Et d'ici là, laissez libre cours à votre curiosité.